est cyclique, mais la technologie aussi peut créer de la cyclicité. Ah oui, bien sûr. Si j'invente un manège, par exemple, bon, je peux inventer un mouvement cyclique, Oui, oui. qui n'est pas celui de la vie. Et d'ailleurs, justement, la grande question, c'est de savoir c'est le problème de la biotechnologie. Qu'est-ce que quelque chose qui semble être de l'ordre de la biologie est en réalité sous-tendu par une technologie. Et à ce moment-là, on change de niveau. Oui, oui. C'est-à-dire que de plus en plus, l'homme sera capable de faire de la biotechnologie. Oui, oui. Mais la nature aussi le fait. Parce qu'il y a des biotechnologies. Le premier artiste en biotechnologie, c'est la nature. Et l'homme imite la nature. En quoi est-ce que la nature est-elle dans la biotechnologie? Je veux dire, dans la nature, il y a des erreurs génétiques, des phénomènes génétiques que les techniciens font la même chose. Ce qui se fait dans la nature et ce qui se fait dans les laboratoires, en biotechnologie, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Pardon? D'un point de vue scientifique, ce qu'on peut faire en laboratoire ou dans la nature, c'est la même chose. Ah bon? Oui. Les biotechnologies, on les observe ou pas, mais je veux dire, bon, certaines biotechnologies ne se font qu'en laboratoire, mais elles sont inspirées par ce qui se fait dans la nature. Oui, probablement. Oui. Mais ça n'empêche pas qu'elle crée quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la nature. Quand on est inspiré de la nature, on n'est pas dans la nature. Ah, oui, elles sont au-dessus de la nature. Oui, quand on prend à la nature, on n'est pas dans la nature non plus. On récupère des éléments de la nature ou on imite la nature. Mais Elles sont au-dessus de la nature. Les biotechnologies sont au-dessus de la nature. Voilà, elles sont au-dessus de la nature. Mais elles sont au-dessus de la nature, mais elles sont avec la nature. Parce que le mot technologie, ça implique l'intervention de l'homme. Oui, oui. C'est justement ça qui fait la différence. La science, elle ne pense pas à l'intervention de l'homme. Non, mais alors, j'irai même plus loin. C'est que les biotechnologies impliquent la science et l'intervention humaine. Alors que les techniques peuvent être animales. Les animaux, des techniques. Les animaux, ils inventent des techniques, ils se transmettent. C'est comme du vivant. Le vivant crée de la technique. Donc les espèces animales, intelligentes du moins, les animaux intelligents savent inventer des techniques et les transmettre aux autres, de la même espèce ou d'une autre espèce. On n'est plus dans le domaine de la nature là. Oui. Déjà, on sort un peu de la nature. Par exemple, un Parce lapin. que les animaux n'appartiennent pas complètement à la nature. Les rongeurs qui se construisent des terriers, Oui, c'est une technique à eux. voilà. C'est une Les technique. castors. Les castors, Les oiseaux qui construisent des nids. les castors, les écureuils, c'est plus perfectionné, mais même n'importe quel rat qui se creuse ou il se trouve un terrier, je veux dire, ou les lapins qui se creusent des terriers, bon, là on est dans des techniques animales. C'est-à-dire la technique commence avec les. Mais alors la question qui se pose, c'est est-ce que l'homme peut... C'est le problème de Darwin. La technique Darwin. commence avec l'animal. Est-ce que Darwin, est-ce que l'homme est capable de transformer son anatomie au nom d'une plus grande technicité? Eh ben il le fait. La façon dont nous développons dont nous avons développé à travers le temps nos membres, Oui. c'est dans un processus, dans une problématique d'utilité, d'outils. C'est ce que dit d'ailleurs Rousseau, Jean-Jacques Rousseau le dit. Le fait d'utiliser un bâton, c'est pas la même chose que de développer son bras. Oui, par exemple. Donc là, quelque part, la technique peut empêcher l'anatomie d'avoir sa propre progression. Oui, mais par exemple, si on prend les griffes chez les chats et les lions, c'est très technique. C'est un développement anatomique, mais en même temps un développement technique pour chasser, attraper les proies. Oui. Donc, je veux dire, il y a un tas de caractéristiques anatomiques chez l'homme et l'animal, ou la main. Oui. La main. Et puis, Alors, donc la question que je posais, c'est parce qu'on a du mal à imaginer, quand on pense à un outil, Oui. on pense à un objet extérieur. oui, oui. Mais on peut aussi transformer notre outillage intérieur, Mais nous avons, organique.
les animaux ont leur outillage Voilà, corporel. c'est ça. Et nous aussi. Intégré. Et Bah nous oui, aussi. évidemment. Et si on a les pieds plats, il doit courir très vite et longtemps. Et Donc là, il y a quand même un clivage intéressant entre la technique qui est l'utilisation d'objets extérieurs et la technique qui est la transformation de l'anatomie. par exemple, si on a les pieds plats, c'est pour courir sur le plat, Oui, alors que les singes, ils ont des pieds préhensibles pour grimper aux arbres. oui. Ce qui ne nous empêche pas de grimper aux arbres, mais on est beaucoup moins doué que les singes. On a les mains quand même, oui. On a les mains, on a les mains pour grimper aux arbres, mais avec les pieds, c'est pas ça. Oui. Quoique, à mon avis, enfin, pour faire une digression, je pense qu'on peut développer. Il y a des personnes qui ont une capacité de préhension avec les pieds plus grande que d'autres. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand on le voit par exemple, dans le métro, les gens qui restent en équilibre sans se tenir, ils ont une accroche au sol. Et les autres ne l'ont pas. Non mais ça, c'est ce qu'on appelle le pied montagnard. Je veux dire. Ah, C'est ce qu'on appelle le pied montagnard. expliquez-nous. Ou qui venaient de la montagne, justement. C'est-à-dire bien dire sur ses pieds alors que c'est en pente. Oui. Il y a des creux. Alors, comment ça se fait ? Il y a quelque chose dans la plante des pieds qui s'accroche quelque part ou qui épouse le relief. Et alors, il faut que la plante des pieds colle au sol. Oui. Avec- Donc, et ça, c'est une anomalie, ça ? Non, c'est normal, mais il faut le savoir. Il y a des gens qui le font spontanément, c'est-à-dire avec des chaussures de tennis, on peut coller au sol sur un glacier. Et on se colle réellement, on s'accroche. C'est tactile, tu Oui. vois. Et on Et, sent. et c'est quelque chose qui se perd quelque part. Il y a des gens qui savent le faire et d'autres qui ne savent pas le Moi, par faire. exemple, je suis très doué pour ça, moi. Il y a des gens qui savent le faire, d'autres qui ne savent pas le Et faire. vous savez le faire, vous ? Moi, je sais le faire, Vous oui. savez vous tenir dans un endroit qui est mouvant, qui est glissant. Oui, mais je sais me tenir, moi, je sais. Et à votre avis, c'est congénital ou c'est culturel ? C'est culturel. Par exemple, les petits Français, les petits Parisiens, ils ont appris très jeunes à se tenir Non, dans... c'est culturel, mais sauf qu'il y en a qui l'apprennent et d'autres qui ne l'apprennent pas. Oui, C'est tout. mais où est-ce que ça se prend ? Dans la vie. Non, mais- Oui, non, Parce non, que, non, par exemple, mais- quand une mère dit à son enfant tiens-toi bien dans le métro, elle lui apprend pas à développer cette Et capacité. ça s'apprend aussi dans une école d'alpinisme. Oui, d'accord. Mais au niveau des Mais animaux, ça se désapprend aussi. Hein. au niveau des animaux, on voit très bien que les chamois savent tenir sur la glace. Ils ont le pied pour tenir sur la glace, Ils ont le pied montagnard. montagnards. Par contre, les mouflons, eux, ils tiennent bien sur la roche. Ils tiennent bien sur la roche comme les rongeurs. Et eux tiennent bien sur le mur, etc. Donc c'est deux choses différentes. Donc c'est deux techniques différentes. Les chamois et puis les mouflons qui vivent à l'altitude n'ont pas les mêmes techniques corporelles. Et aujourd'hui, par exemple, la plupart des gens dans le métro ne font pas appel à ça. Ils se tiennent à une rampe, il y en a 1 sur 100 qui va véritablement s'accrocher au sol. Oui, mais Alors que normalement, le métro permettrait cela. non, on est trop secoué. On est trop secoué. Au mieux, on peut faire les deux à la fois. Je veux dire, on peut tenir au sol et tenir Alors là, oui, ça, au mieux. Ça vaut mieux faire les deux à la fois qu'uniquement tenir au sol. Là, j'ai pas confiance. Comment ? Et il vaut mieux tenir au sol et puis de tenir Oui, mais la rampe. ça ne développe pas les capacités, ça. Oui, Vous avez quand votre corps sait que vous tenez avec les mains, il ne va pas développer la capacité de capter le sol. Ne dites pas n'importe quoi. oui, mais ça c'est le... Non, mais je veux dire, les techniques, c'est dans le prolongement du corps. Chez l'animal, mais ça va pas très loin chez l'animal, et chez l'homme, ça va plus loin. Les techniques sont dans le prolongement du corps. Alors justement, voilà une question qui est intéressante. Et n'ont pas besoin de la science. Ce sont les technologies qui ont besoin de la science. C'est la différence. Oui, ça c'est un point que vous avez développé tout à l'heure. Oui. Je n'ai pas tellement bien compris d'ailleurs la distinction entre technique et technologie. Bon, mettons. Oui. Mais pourquoi les animaux n'ont pas progressé au niveau de leur technique? Ils sont pris dans une sorte d'instinct
qui font tout le temps la même chose, mais ils n'avancent pas dans leur progrès technologique ou technique. Qu'est-ce qui leur manque? Quel élément qu'est-ce qui fait que l'homme, lui, est capable d'améliorer ses techniques et pas l'animal? Ce qui est un peu le vrai le plus souvent aujourd'hui. Peut-être que dans le passé, il y est arrivé. À un moment donné, les animaux ont cessé de progresser. Ils sont dans une sorte de sclérose, de stagnation. L'homme, il a un langage élaboré, il vit dans une grande société. C'est le langage. Cela dit, c'est le langage, il a vie en société. Un langage élaboré qui permet de. Cela dit, je me permettrai quand même de dire, mon cher René Louis, qu'il suffit d'une toute petite élite de gens pour faire avancer l'humanité. Il suffit de quelques inventeurs, de quelques chercheurs, 1% même pas de l'humanité, pour que toute l'humanité soit sauvée de sa stagnation. Alors qu'est-ce que vous pensez donc? Donc il y aurait une sorte de dialecte. Il y aurait d'un côté l'élite qui serait responsable de l'évolution, et puis le peuple qui aurait une tendance naturelle à stagner. Si on ne le à régresser. Plutôt à régresser. Et à se corrompre. Donc, autrement dit, les animaux seraient des êtres qui auraient éliminé leur élite, c'est-à-dire qui auraient tué leurs élites. Qui n'ont jamais eu d'élite. Si, parce qu'elles ont eu à un moment donné, forcément, puisqu'elles ont eu une évolution, elles ont eu une élite à un moment donné. Qui a inventé, et à un moment donné, elles ont. De même que par exemple, on peut dire que si certains pays comme le monde arabe a stagné, peut-être parce qu'il a tué ses élites. Et oui, donc les animaux c'est pareil, ils évoluent par rapport à des élites. Asseyez-vous, Michel. Les animaux évoluent et s'améliorent par rapport à des élites qui donnent l'exemple, évidemment, oui. Voilà. Donc on revient dans cette question qu'il y a une élite scientifique, une élite technologique qui permet qui sert de locomotive à l'humanité. Et chez les hommes, ça va beaucoup plus vite que chez les animaux. Chez les animaux, il faut des générations pour que ça progresse un petit peu. Est-ce qu'il y a eu quand même des cas de progression chez les animaux? Bon, il y a un cas chez les macaques japonais. Ils ont avancé? Il y en a un qui a inventé le lavage des patates douces. Ah oui, c'est vrai. Dans l'eau de mer, et puis petit à petit, ça s'est répandu partout. Bon, mais c'est un cas d'école, mais qui est extrêmement rare, tu comprends, je veux dire, que les animaux inventent des trucs, et il y a d'autres cas aussi, il y a les mésanges. Mais il leur manque un corps, il leur manque une élite en quelque sorte. Voilà. Donc c'est intéressant pour montrer que la fonction des scientifiques aussi, c'est d'éviter la stagnation. Oui. Non mais chez les animaux, c'est la psychologie des foules, quoi. Je veux dire, ils font tous la même chose, et il y en a un qui va inventer, et toute la foule va suivre. Oui, c'est ce qu'on fait partout, c'est tout ce qui se passe tout le temps dans l'humanité. Chez l'homme aussi, la psychologie des foules, elle marche avec des gens qui sont pas des scientifiques. Alors comment c'est? Est-ce qu'à votre avis, René Louis, est-ce que l'élite, elle est d'une autre nature ou d'une autre essence que le peuple? Est-ce qu'elle a des aptitudes que n'a pas le peuple? Comme si c'était une sorte de surhomme en quelque sorte. Non. Il y a une élite, mais c'est pragmatique. C'est pragmatique. L'élite qui fait évoluer, c'est pragmatique, c'est tout. Je veux dire, c'est des gens qui. Ah oui. Des chercheurs, Oui. C'est des chercheurs. Mais quand vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Non, les chercheurs peuvent très bien avoir justement des aptitudes particulières, des aptitudes singulières. Il y a des chercheurs qui sont plus doués que les autres aussi. C'est peut-être ça l'élite, je veux dire. Bon. Voilà. Mais, qui sont plus dans le sens de la recherche, qui sont plus capables d'aller plus loin dans leurs conclusions, de les remettre en question, de creuser davantage. Oui, parce que si on prend le cas des femmes, les femmes, à un certain moment, ce qu'elles disent est pertinent, mais elles n'avancent pas. Oui, mais ce que j'ai observé chez les femmes, à la différence des hommes, c'est le conformisme. Donc si t'es original, rigole. Alors les hommes rigolent, les original, ils vont pas rigoler, je veux dire. C'est pour ça que, quelque part, regardez par exemple derrière nous, oui. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Non. C'est pas par hasard. Il y a un mode de communication, un mode de discussion oui. qui ne correspond pas à l'esprit féminin.
Et souvent, les femmes, entre elles, elles sont également tendance à... Après, vous avez des gens derrière, les trois jeunes japonaises, par exemple, on trouve très souvent, malgré tout ce qu'on peut dire, des groupes avec que des femmes et des groupes avec des hommes. Ah oui. Et à votre avis, enfin je vous pose cette question, à votre avis, qu'est-ce qui fait la distinction entre un groupe de femmes et un groupe d'hommes dans leur mode de communication, dans leur mode d'échange? Elles sont conformistes et identiques les unes aux autres. Elles ont tendance à être conformistes et identiques les unes aux autres, même si elles sont différentes, alors que les hommes tolèrent plus la diversité, l'originalité. Comme je disais vous-même, les hommes, dès qu'il y a la possibilité, une perspective de corriger quelque chose, de se débloquer, oui. Ils sont à l'écoute, ils sont preneurs. Alors, ils sont à l'écoute pour se corriger les uns les autres. Voilà. On pourrait presque dire pour s'enlever les poux les uns des autres. Oui, pour se dépuceler. Oui. Oui, je crois que c'est ça. Ils sont demandeurs. Et les femmes, elles veulent bien, mais dans des conditions particulières. Mais en réalité, finalement, ce n'est pas un besoin absolument viscéral. Non. Donc, alors, du fait qu'elles sont conformistes, elles ne vont pas inventer. Elles ne vont pas inventer de nouveaux trucs. Elles ne sont pas inventives, comme le sont les hommes non plus. Chez les hommes, c'est une minorité qui est inventive. Et en même temps, quelque part, on en parlait tout à l'heure, elles n'arrivent pas à se singulariser. Alors que les hommes se singularisent. Parce qu'en fin de compte, l'homme, finalement, quelque part, il dit qu'est-ce que je peux faire où est-ce que je peux aller plus loin, plus haut que les autres. Ah, les hommes se singularisent, pas les femmes. Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, le paradoxe de cette fille-là, Catherine, oui. Elle nous parlait de la singularité, oui. Parce que justement, chez les femmes, c'est un fantasme, oui. La singularité. C'est-à-dire que c'est... Alors, donc finalement, au lieu d'être singulière par ses recherches, oui. Elle a droit à un thème astral qui est singulier. Oui. Parce qu'il va être complètement... Donc finalement, c'est une sorte de symbolique singulière. À la place d'une véritable singularité, on a une sorte de fantasme de singularité et elle va flatter cette singularité chez les clientes. C'est qu'en fin de compte, c'est une sorte de pseudo-singularité, le thème astral. Oui. Voilà. Je dirais ça comme ça, si vous voulez être critique de l'astrologie et de ce qui a été dit tout à l'heure. Quand vous disiez par exemple, ah oui, mais il y a peut-être des choses générales, il y a peut-être le fait d'être sous tel signe, ça veut dire quelque chose. Elle répond, non, pas du tout, parce que justement, leur hantise, c'est d'être justement dans le général. Parce qu'elles savent à quel point qu'elles n'en sortent pas du général. Donc elles pourront en sortir, elles vont inventer le thème astral qui va permettre de dire, voilà, moi je suis né à telle heure, j'ai mes configurations planétaires dans tel endroit, et c'est pas les mêmes que celles du voisin. Elles sont bien, ça leur fait une belle jambe, mais enfin elles ont ça. Et donc finalement, paradoxalement, les femmes parlent beaucoup plus de la singularité que les hommes, parce qu'on parle toujours de ce qui nous manque. On parle toujours c'est comme Freud qui disait, voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, moi je dis toujours, c'est comme par exemple, quand on va chez l'oculiste et qu'on a des problèmes d'yeux. Donc quand on va dans des endroits où on va vous parler de votre cas personnel, c'est parce qu'on n'arrive pas à affirmer sa personnalité. Et par exemple, moi je fais rire les femmes, comme ça, dans la rue. Pardon ? Avec des singularités, avec ces bonnets par exemple, qui c'est un peu singulier, parce que ce bonnet là, c'est un vieux bonnet de sport d'hiver. Il est très singulier, il fait rire. Celui-là, il ne fait pas rire, il est ordinaire. Tout le monde en porte, tous les hommes en portent comme ça. Donc vous essayez de vous singulariser comme ça, mais les femmes aussi peuvent faire ça. Moi j'essaye pas de singulariser, mais je ne fais pas exprès que je singularise. Oui, mais ça, une femme aussi peut. Alors finalement, les femmes qui vont chez le couturier, elles attendent que le couturier les aide à se singulariser. Donc elles ne se singularisent pas elles-mêmes, mais elles sont en demande de se singulariser. Et en même temps, il faut que ce soit à la mode. Voilà, elles veulent les deux à la fois, se singulariser, mais d'être à la mode. Donc, alors il y a une autre question qu'on a débattue hier, pendant que vous n'étiez pas là. C'était la question du choix. Est-ce que vous pensez
que l'homme est capable de faire des choix. Les hommes et les femmes. Non, oui, bah, il peut choisir sa femme, par exemple. Alors, il y avait un type hier qui est parti d'ailleurs, qui disait, c'est Valentin. Oui. Il était allé très loin, il disait, mais regardez, chez Molière, c'était les parents qui choisissaient pour les enfants. Oui. Mais j'ai oublié de lui dire, mais oui d'accord, mais les enfants eux-mêmes, quand ils seront parents, ils devront choisir. Donc finalement, ils voulaient empêcher qu'il y ait du choix. C'est-à-dire que tout ce que nous faisions, c'était la providence. C'est-à-dire que l'idée de choix lui était insupportable. C'est comme si on n'était pas responsable. Ce qu'on faisait, on n'en était jamais responsable. C'était quelqu'un d'autre en haut qui l'avait voulu. Qui ça, Valentin? Oui. Ah oui, donc l'idée qu'on puisse choisir, il ne supporte pas. Il ne pouvait pas supporter le mot, l'idée même. Et à mon avis, c'est parce qu'il n'assume pas ses erreurs. C'est-à-dire qu'il dit que ce qui lui arrive, ça devait lui arriver. Parce que choisir, c'est quand même prendre ses responsabilités. Oui, on peut faire un bon choix, un mauvais choix. Excusez-moi, Michel, vous pouvez tenir la caméra un petit moment? Ça ferait un peu plus vivant pour notre entretien, si c'est pas trop vous demander, puisque vous êtes là. Non, parce que les choix, c'est prendre des risques. Quand on choisit, on peut se tromper. Oui. Alors,